beaucoup Thibaut pour cette invitation. Et on a toujours l'habitude de commencer par un disclosure. Alors mon seul conflit d'intérêt, c'est que je suis très amie avec Thibaut depuis une dizaine d'années et on se bat pour que les gens parlent de l'amylose dans les congrès. Donc j'appelle plus ça un conflit d'intérêt, mais c'est plutôt un agreement d'intérêt. Et je remercie aussi Thibaut pour ce petit cadeau empoisonné, je devrais dire, parce que demander à un cardiologue de parler de la chimiothérapie, c'est comme demander à un hématologiste de parler de la cardiologie. Voilà, donc si vous trouvez des choses qui ne sont pas parfaitement hématologiques, dites-le moi, mais on appellera Arnaud Jacquard. Donc, je n'ai pas besoin de vous introduire l'amylose, puisque depuis ce matin, vous parlez que d'amylose. C'est un problème de chaînes légères qui sont sécrétées par des cellules anormales, des cellules néoplasiques plasmocytaires anormales. Donc, le but du traitement, c'est deux possibilités. C'est où on utilise des drogues pour faire disparaître ce clone médulaire qui est responsable de la production de ces chaînes légères, ou alors d'utiliser des molécules qui éliminent les dépôts amyloïdes une fois dans les organes atteints. Vous voyez, ce schéma vous permet de voir qu'il y a deux pathways. Alors, excusez-moi, je ne sais plus comment on avance et on fait le laser. Ça, c'est le laser. Voilà. Donc, on supprime la synthèse de chaînes légères en agissant sur ces cellules monoclonales, ou alors on agit sur les amyloïdes, les fibrilles amyloïdes qui sont sécrétées par des anticorps monoclonaux. Et puis, bien sûr, il y a un rôle, mais on en parlera tout à l'heure, d'un stade avancé terminal, c'est la transplantation cardiaque. Alors, l'objectif donc de la chimiothérapie, c'est de détruire ces clones amylogéniques qui produisent des chaînes légères toxiques. Je dis bien toxiques, et je pense que beaucoup de personnes vous en parlent déjà de cette toxicité intrinsèque des chaînes légères sur le myocarde. Et le but, c'est d'assurer d'une façon très très rapide, je dirais c'est une urgence, on en parlera, une réponse hématologique et éventuellement une réponse d'organes plus tard qui est prédictive de l'amélioration de la survie globale chez ces patients. Alors, je pense que quelqu'un vous a parlé, il faut commencer quand même par la définition de l'atteinte cardiaque, c'est quand même assez compliqué, mais pour un cardiologue, je trouvais que c'était pas très suffisant de dire qu'il s'agit juste d'une augmentation de l'épaisseur du myocarde de plus de 12 mm en un mode. Tout le monde, pour ceux qui font de l'échographie, tout le monde sait la limite de cette définition, et c'est pour ça que dans le consensus de 2012, il y a eu un upgrade de cette définition. Ils ont rajouté l'augmentation du BNP ou de la troponine ou des deux. Donc l'association d'un liqueur épais plus une augmentation des biomarqueurs signe en principe, en l'absence d'autres causes évidentes, l'atteinte cardiaque par l'amylose. Alors la réponse d'organes et la réponse hématologique, ça aussi, vous avez, donc c'est tel que la définition par la littérature hématologique, c'est la réponse d'organes pour le cœur en tout cas, c'est la diminution du septum ou de l'épaisseur septale de plus de 10 mm. Là encore, je suis sceptique là-dessus. Pour une cohorte de patients, ça marche, mais pour un patient donné, je pense que les échographies savent, plus ou moins 1 ou 2 mm, c'est la limite de la mesure. Mais il y a aussi une amélioration de la fraction d'éjection, une amélioration de la NIHA, et je pense que ça, c'est le plus important, c'est l'amélioration de la classe fonctionnelle qui va parler chez les patients. Et effectivement, ils se sentent soulagés. L'absence d'augmentation des doses diurétiques ou alors une non-progression en fait de l'épaisseur du myocarde, et je dirais même une diminution de la paroi et de la cavité ventriculaire. Moi, j'ai remarqué au fur des années que les malades qui sont très très graves, ils ont un petit ventricule avec l'épaississement du myocarde, avec l'infiltration des dépôts. En fait, la cavité ventriculaire devient très très petite. Le stade 3 est une cavité de l'ordre de 50 ml en télédiastole, alors que son stade 1 c'est différent. Alors la réponse hématologique globalement, parce que j'ai parlé quand même avec Arnaud avant que je vienne vous dire, dites-leur des choses, le ABC pour les nuls, nous cardiologues, ils nous considèrent, c'est dites-leur que la réponse totale, c'est globalement il n'y a plus de delta free light chain dans le sang, il n'y a plus aucune chaîne légère qui circule. Ça, c'est une réponse globale parfaite. Et puis pour une réponse partielle, c'est une diminution de plus de 50%, mais ce qu'ils veulent en fait, c'est ce qu'on appelle la very good response, c'est-à-dire une très très bonne réponse, et ils estiment qu'une très bonne réponse, c'est une diminution de plus de 90% des chaînes légères dans le sang. Donc ça, c'est globalement la réponse hématologique qu'on attend et sur lesquelles on va essayer de juger l'efficacité de la chimiothérapie. Alors, le choix du traitement, puisque vous savez, je vous ai montré, il y a plusieurs possibilités. C'est l'âge du patient, évidemment, c'est la fonction rénale, c'est le statut du patient. Un patient en IHA classe 4, il ne sera pas traité comme un patient en IHA classe 2. Le fait que le patient soit traité en inpatient, c'est-à-dire à l'hôpital ou de façon extra-hospitalière, ça joue un rôle dans le choix aussi de la chimio. Et la probabilité de patient de recevoir une autogreffe
greffe de moelle, mais ça, il m'a appelé 3 fois pour me dire, n'en parle pas trop aujourd'hui, on n'en fait plus. Moins de 20% des patients reçoivent ça aux États-Unis et moins de 55% en France, en Europe. Il a changé et je vais vous montrer pourquoi il a changé ça. Alors, donc, on va se concentrer, on va oublier l'autogreffe, on va se concentrer sur les principales drogues qui sont disponibles au marché. J'ai fait un truc vraiment pour moi, cardiologue. Donc, les drogues principales, on ne peut pas s'en passer, c'est les alkylants et la dexaméthasone. Ça, c'est le pilier de la traitement de la chimiothérapie auquel on va pouvoir rajouter ou faire en même temps les inhibiteurs des protéasomes qui est le leader, c'est le bortezomib, ce qu'on appelle aussi le Velcade. Alors, au début, c'était du chinois pour moi, Velcade, bortezomib, et puis petit à petit, ça se clarifie. Puis vous avez les immunomodulateurs qui est, en principe, en France, on a le lénalidomide, et puis le thalidomide, on s'en sert un peu moins, et le pomalidomide, on s'en sert encore moins. L'immunothérapie qui est gérée, là, le chef de file, c'est le daratumumab, et puis vous avez le node 1, on en parlera un petit mot à la fin, et les anti-SAP, puis vous avez les petites molécules, pareil, les vénétoclax, et puis sur l'essai, le thé vert, et puis les dexocyclines. Alors là, un petit mot sur la dexaméthasone. Tout le monde sait ce que c'est la dexaméthasone, c'est un corticoïde très puissant qui a des effets anti-inflammatoires, immunosuppressifs, et puis qui peut causer des effets profonds métaboliques. Il modifie globalement la réponse immunitaire du corps à certains stimuli, le cancer ou les maladies auto-immunes, bien entendu. Et il est utilisé depuis longtemps dans les plus différents protocoles du myélome multiple. Et en fait, je voulais vous dire juste qu'il n'y a aucune drogue ici qui est approuvée par le FDA en France pour l'amylose. Tous les traitements qu'on va utiliser, protocoles, sont essentiellement été initialement testés dans le myélome multiple, puis par la suite, on les utilise dans les AL et ça marche, et c'est selon ces protocoles-là qu'on se base pour traiter ces malades, et ça marche bien. Alors, qu'est-ce qui fait, entre autres, aussi la dexaméthasone? Ça stabilise les membranes lysosomiales et supprime la production de lymphocytes et d'anticorps. Le problème, et ça, c'est Thibaut qui va en parler, que c'est chez les patients qui sont très graves, qui ont une atteinte cardiaque gravissime avec une insuffisance cardiaque, il a des effets secondaires, une toxicité cardiaque, il peut être mal toléré à forte dose. Un petit mot sur le melphalan, qui est l'alkéran. C'est un agent alkylant qui est dérivé des moutardes, et qui inhibe la mitose en interférant dans les chaînes de DNA, et puis il empêche donc la multiplication des chaînes d'ADN. Le cyclophosphamide, c'est également un agent alkylant, et le mécanisme est également, il est impliqué dans la multiplication de l'ADN, et puis il interfère donc dans la multiplication des cellules néoplasiques, et effectivement, et bien sûr, en même temps, les cellules normales. Alors, le bortezomib, ça, retenez-le, parce que ça a modifié le pronostic de ces patients en France et en Europe, et essentiellement. Le bortezomib, c'est un inhibiteur des protéasomes. C'est une thérapie ciblée et qui marche très très bien depuis un certain nombre d'années. Je vous montrerai le timeline tout à l'heure. Il a été approuvé pour le traitement du myélome multiple. Et puis, il marche comment? En bloquant ou en diminuant l'action des protéasomes qui sont dans les cellules. C'est quoi la pathway de protéasome? C'est une enzyme complexe qui existe dans toutes les cellules dans le corps et dégrade les protéines qui sont impliquées dans l'homéostasie cellulaire. Autrement dit, par exemple, pour les chaînes légères, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche les chaînes légères de se dégrader et de se mettre en chaînes légères. Donc, du coup, les chaînes monoclonales ne circuleront pas. Donc, c'est un effet qui est quand même très puissant dès les premières doses. Et puis, il y a des protéasomes, des inhibiteurs réversibles qui disruptent aussi, c'est-à-dire qu'ils ça perturbe en fait les pathways qui augmentent les cellules tumorales. Alors, la principale toxicité, là aussi, c'est les toxicités cardiaques et neuropathiques, et ça, il faut faire attention. Alors ça, j'en parlerai pas. Il m'a dit de ne pas en parler du tout parce qu'on s'en sert pas trop en France, mais sachez que ça existe dans la littérature et les anglo-saxons peuvent l'utiliser aux États-Unis aussi, c'est-à-dire l'ixazomib et le Cripolis. Donc c'est un équivalent de l'autre. Alors les thalidomides, pareil, il m'a dit de mettre un petit moins pour vous dire que ça, on s'en sert pas trop en ce moment. Et puis en fait, ça a une activité anti-TNF alpha. Il module de façon négative l'adhésion cellulaire qui est impliquée dans la migration des leucocytes. Il a des effets anti-inflammatoires, immunomodulatoires. Mais en fait, ce qu'on utilise le plus, c'est un équivalent de thalidomide, c'est le lénalidomide, le Revlimid en fait, qui est un analogue et qui a un effet anti-angiogénique et immunomodulateur et qui inhibe la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires. D'accord? Et donc, à ce moment-là, il stimule la prolifération des anti-CD3 des cellules T.
Alors le DARA aussi, alors c'est très compliqué. Franchement, je pourrais pas vous expliquer en tant que cardiologue basique comment fonctionne, mais il a énormément d'effets, il a beaucoup d'avenir, il est très très prometteur. Il y a un effet en ce moment que Arnaud a lancé également, qui est de Limoges. En fait, le DARA, c'est un anticorps monoclonal qui lie de façon très très affine avec les molécules CD38. Donc c'est un anti-CD38 qui est exprimé de façon très importante sur les cellules de myélome multiple, mais il a d'autres activités, des effets en fait antitumorales directs comme vous le voyez ici et des effets immunomodulatrices. Alors je sais pas comment on revient. Voilà. Donc ça agit en fait sur la mort cellulaire. Enfin ça induit la mort cellulaire des cellules tumorales du myélome multiple par plusieurs mécanismes, le mécanisme du complément, la phagocytose cellulaire et puis la cytotoxicité directe cellulaire comme vous pouvez le voir ici. Donc globalement en fait avec tous ces effets-là, il aboutit à la destruction de la cellule malade. Alors les venetoclax, c'est un petit c'est un petit catalogue, mais j'étais obligée de commencer par ça pour pouvoir vous expliquer après les protocoles. C'est une petite molécule, un inhibiteur des cellules aussi, des cellules monoclonales plasmocytaires, BCL2 protéines. Alors ça aussi, c'est en recherche clinique très active en ce moment. Et puis apparemment, ça montre que ça élimine en fait les cellules plasmocytaires clonales de façon rapide chez les patients qui sont en deuxième lignée de traitement. Alors sachez que ça marche très bien aussi chez les gens qui ont des chaînes légères et qui ont une translocation 11-14 dans les plasmocytes. Alors vous voyez ici, ça c'est l'histoire en fait de la chimiothérapie de la chimiothérapie de l'amylose à L. Vous voyez, dans les années 70, on commençait par le melphalan plus ou moins prednisone, j'en parlerai même pas parce que c'était bien sûr, j'ai pas commencé par la préhistoire, c'est-à-dire la colchicine qu'on donnait à l'époque avant les années 80 et les années 60, on donnait uniquement de la colchicine et puis les malades mouraient au bout d'un mois bien entendu. Et puis vous avez la melphalan tout seul, puis après vous avez le melphalan plus la prednisone qui est un antistéroïde et un stéroïde mais qui est beaucoup moins efficace. Et puis vous avez dans les années 2000 l'autogreffe de moelle osseuse, vous avez le thalidomide qui a été introduit par la suite et puis surtout celui qui a fait la grande histoire, c'est le bortezomib et le Velcade. Et puis petit à petit, vous voyez, on rajoute les autres molécules de plus en plus ciblées. Alors, voyez, là, je viens de vous dire, je parle pas du traitement de l'association melphalan-prednisone parce que la survie se compte en mois. Vous voyez, le stade 3, par exemple, 3 mois de survie. Le stade 1, 26 mois. Par contre, quand vous regardez la courbe avec les nouvelles drogues, c'est-à-dire le bortezomib, le Velcade, vous voyez que la survie se compte, la médiane de survie se compte en années. Par exemple, le stade 1, c'est 10 ans et le stade 3, même, qui est plus grave, on compte en années. Rappelez-vous, c'était 3 mois versus 2 ans. Donc, le taux alors ici, c'est une comparaison qu'on a mis, melphalan-prednisone, un taux de réponse hématologique de 30% et le MDEX 67% et c'est obtenu relativement rapidement au bout de 4 mois de début du traitement. Donc c'est bien et en fait l'autogreffe de moelle marche bien mais dans des patients très très ciblés. Alors voilà, il m'a dit de supprimer quand même cette diapo, c'est juste pour vous dire quand même parce que ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai un conflit d'intérêt, que ma mère a eu cette autographe de moelle osseuse dans les années 90 et elle a survécu, elle a bien réussi, elle a répondu à cette thérapeutique. Donc ça marche bien mais c'est des gens très sélectionnés qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas d'autre chose que des atteintes cardiaques pas sévères. Bon, elle avait une atteinte sévère mais bon. Alors la sélection c'est ça, il y a des critères d'éligibilité d'un patient jeune, une troponie pas très élevée, une pression artérielle pas très basse, une créatinine qui est correcte, etc., une NIHSAT pas très très importante, et puis pas plus de 2 organes impliqués dans l'atteinte du oh là là, je suis fatiguée là, je n'ai pas beaucoup dormi. On parle de l'amylose aujourd'hui, donc de l'amylose, voilà. Alors, le coup de théâtre, c'est ça, c'est cet article-là de Limoges. Eh bien, je suis fière d'un New England Journal de Medicine. C'est Arnaud Jacquard qui a publié ça en 2007 sur l'association melphalan et dexaméthasone versus autogreffe de moelle. Ça n'a pas plu aux Américains, bien entendu, parce que ça a bouleversé leur esprit. Et depuis ce temps-là, vous avez en fait on n'utilise quasiment plus en Europe l'autogreffe. Il a comparé à l'autogreffe et il a trouvé que c'était supérieur avec un P à 0,04. Quand vous mettez melphalan plus dexaméthasone, et ben ça fait mieux autant. Alors les reviewers leur ont demandé, d'après l'histoire, de dire que c'est pas supérieur, mais c'est équivalent. En réalité, quand ils ont fait effectivement
des patients sélectionnés qui sont pas très graves, c'est équivalent à l'autogreffe, mais quand ils sont très graves, ça marche mieux quand même. Donc retenez cette association melphalan-dexaméthasone qui fait aussi bien, voire mieux que l'autogreffe de moelle qui était le traitement de référence. Alors là, c'est encore mieux. Là tout à l'heure, donc le New England, c'est juste MDEX. Donc c'est melphalan-dexaméthasone avec des doses que je vous dirai pas parce que je les connais pas. Et il m'a dit de ne pas en parler du tout. Et puis par contre, quand on rajoute ce Velcade qu'on appelle aux États-Unis le CyBorD et chez nous c'est le VCD, vous avez des taux de réponse hématologique de 94%. Moitié généralement c'est des réponses d'organes, mais généralement 94% de réponses hématologiques, c'est parfait. Donc là c'est des papiers qui ont été plusieurs articles. J'ai mis ce papier de Arnaud, mais en fait vous en avez d'autres qui ont montré la même chose. Alors pourquoi ça marche très très bien? Parce qu'en fait ça marche plus dans l'amylose plutôt que dans le myélome, parce que les fibrilles amyloïdes jouent un rôle de stresseur du chlore plasmocytaire à la toxicité des inhibiteurs des protéasomes. Donc ça a un effet additif, c'est un effet qui améliore encore plus l'efficacité du Velcade dans cette maladie. Vous voyez ici, par exemple, comparaison AL versus myélome, et vous avez que l'efficacité est meilleure. D'accord? Donc, alors j'essaye là pour vous montrer. Voilà. Alors le problème de ce traitement, il marche très très bien, sauf que dans les stades 3B, c'est-à-dire, je ne vous ai pas parlé de la classification, mais d'autres personnes vous en ont parlé. Le stade 3B, c'est-à-dire c'est des malades très très graves qui arrivent en urgence, qui arrivent en insuffisance cardiaque, avec une pression systolique quasiment un choc cardiaque inférieur à 85 mm de mercure et un taux de NT-proBNP supérieur à 8500. C'est ça la classification européenne de la stade 3B. Et en fait, il faut vous dire dans votre tête pourquoi Thibaut répète toujours ça, c'est une urgence. Il faut vous imaginer un patient qui arrive avec un œdème aigu pulmonaire avec une leucémie aiguë. Il faut traiter les deux en même temps. C'est pas une leucémie, l'amylose, mais je vous dis, dans votre tête, imaginez l'urgence des deux. Et vous imaginez donc, du coup, l'utilité d'avoir un cardio et d'avoir un hémato qui sont là en train d'attendre, parce que regardez, la survie, malheureusement, elle est dramatique. Et vous avez, quand vous voyez des courbes comme ça qui tombent, vous avez une survie à un an de 50%, c'est-à-dire la moitié sont déjà dans les stades 3B. Donc on n'arrive pas encore à trouver un traitement vraiment efficace pour le 3B, même s'il y a une amélioration du pronostic global et de la survie globale, mais on n'arrive pas quand même à les guérir tout à fait. Alors ce projet, c'est de montrer qu'on peut utiliser le bortezomib avec le melphalan et dexaméthasone, mais avec d'autres stades, pas que le stade 2. C'est un essai randomisé et il m'a confié tout à l'heure qu'il va le soumettre au New England. Donc ne dites à personne, c'est entre nous, mais globalement c'est une étude randomisée qui permet de comparer le melphalan dexaméthasone versus BMDEX pour les patients qui ne sont pas traités. C'est-à-dire c'est pas en deuxième lignée, mais en première lignée. Alors les résultats préliminaires qu'il a, c'est que le taux de réponse pour les BMDEX, il est supérieur, significatif, 42% versus 19% en réponse hématologique. Mais la survie globale, il y a une tendance, mais parce qu'on n'a pas encore fini toutes les analyses. 0,1, ça promet. D'accord? Donc ça, c'est retenez-le. Alors actuellement, les stratégies depuis 2007 jusqu'à maintenant, jusqu'en 2019, qu'est-ce qu'on faisait? À Limoges, et bien sûr en France, ils le suivaient, parce que c'est le centre de référence national. On faisait le MDEX en première ligne, 2007. Ensuite, en 2009, on s'est dit, on va mettre du MDEX et Velcade pour les gens qui ne répondent pas au bout de 3 cycles de chimio. Et puis, après un cycle, chez les patients qui ont une atteinte cardiaque grave. Et puis en 2011, on s'est dit, on va mettre au VCD, c'est-à-dire le Velcade et le cyclophosphamide et le dexaméthasone, pour les myostades 3. Et le traitement doit durer 6 à 9 mois. D'accord? Donc c'est BMDEX ou VCD en fonction de la fonction rénale, en fonction de leur sauce à eux et de leur cuisine. Je ne suis pas capable de vous dire pourquoi ils choisissent ça, mais je vous le dirai tout à l'heure. Mais depuis 2019, ce qu'ils veulent faire, c'est changer un petit peu cette attitude de dire on commence juste par MDEX et de dire on va prendre les patients en fonction du stade de la maladie clinique. Vous rappelez-vous, stade 1, c'est une atteinte minime cardiaque. Stade 2, c'est une atteinte modérée, voire à moyenne. C'est une augmentation ou de la troponine ou de BNP. Généralement, c'est la BNP. Et puis le stade 3A, ce que je vous ai dit, qui sont graves mais qui n'ont pas une pression systolique basse ni un NT-proBNP supérieur à 8500. Et le 3B, c'est les plus gravissimes. Alors MDEX pour les stades 1 avec une fonction rénale normale, qui n'ont aucun facteur de risque de mauvais pronostic. C'est quoi les mauvais pronostics? C'est des gens qui ont un taux d'albumine bas, qui ont une fonction hépatique altérée, qui ont une infiltration à moins 10%. Tout ça, c'est qui font que quelqu'un soit considéré comme mauvais pronostic. Alors, vous mettez donc le MDEX et vous ajoutez de Velcade si le patient n'a pas, au bout de 2 cycles, une très très bonne réponse. Rappelez-vous, c'est la très bonne réponse, c'est plus de 90% de baisse des chaînes légères. Donc si, au bout de 2 cycles, donc c'est quand même plus agressif que dans les années 2016 jusqu'en 2019. Il veut en fait changer, et c'est ce qu'il veut tendre à faire en France et en Europe, c'est de rajouter rapidement le Velcade pour pouvoir obtenir une réponse beaucoup plus rapide. Et puis pour les stades 2 et 3A, c'est le V
donc B-MDEX, donc V c'est le Velcade ou le bortezomib, ou VCD pour les donc stades 2 et 3A. Comment choisir? Tout à l'heure je disais je ne suis pas capable, il a dit B-MDEX si le free light chain est supérieur à 180 ou une translocation 11-14, ou VCD si le patient a une fonction rénale altérée parce que le cyclophosphamide n'agit pas sur la fonction rénale, ou des patients jeunes. Alors, c'est MDEX ou l'énalidomide DEX si le patient il a une neuropathie associée sévère. Alors, pour le traitement de 3B, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'arrive pas à trouver la solution miracle. C'est une urgence vitale, c'est une urgence, une catastrophe pour les hématos et pour nous. Il faut prendre les patients en état de soins intensifs ou en cardio ou chez eux. Il faut les monitorer, il faut optimiser l'hydratation, gérer les troubles du rythme. Je pense que quelqu'un d'autre va en parler tout à l'heure. Et attaquer de suite le protocole VCD ou VMDEX si la fonction rénale le permet. Vous voyez, J1, vous commencez le Velcade, J2, le cyclophosphamide et le dexaméthasone à faible dose pour éviter sa toxicité chez les gens graves, et à J8, vous êtes tout de suite, vous évaluez. Vous faites toujours un delta free tight chain à J8 parce que ce qui a apparemment, et ça insiste dans les recommandations italiennes et américaines, c'est l'évaluation très fréquente et rapprochée. Vous évaluez tout de suite, vous refaites un dosage des free light chain au bout de 8 jours en fonction de la réponse. Alors après, vous ajustez la dose de dexaméthasone, et je pense que Thibaut va vous en parler, et puis vous modifiez rapidement s'ils sont réfractaires au VCD pour faire autre chose, et puis vous pensez en arrière-pensée, vous avez la transplantation cardiaque pour les gens très très jeunes. Alors pour finir, donc voyez, donc on a introduit cette molécule les dernières, donc je vous dis qu'il y a beaucoup d'avenir, le daratumab, et il y a un essai en ce moment, pareil de chez Arnaud qui est le promoteur, Amidara, qui permet de tester cette molécule chez les patients qui sont en refractory, c'est-à-dire réfractaires, ou en relapse, qui sont pas en rémission en fait. Et je n'ai pas les résultats pour le moment. Et apparemment, on pourrait l'introduire même chez des gens, même plus tôt. C'est une arrière-pensée qu'il a chez les gens qui sont pas non plus en relapse. Alors là, je vais passer très très vite. Le néo de l'histoire est terminé. C'est un anticorps monoclonal. Toutes les études Pronto et Vital sont futiles. Il n'y a pas eu de résultat versus placebo. Ça ne veut pas dire que la molécule est morte, mais dans cet essai-là, on n'a pas réussi à démontrer que bloquer les anticorps monoclonaux par le néode, ça marchait. Alors, le anti-SAP, pareil, il a été arrêté parce que, premièrement, bon, c'était les anglo-saxons. Deuxièmement, il y a une toxicité très importante, donc on s'en sert pas. Il nous reste plus que la phase 1, le 11-1F4, qui peut promettre, un anticorps monoclonal également, qui peut marcher sur la dégradation des fibrilles amyloïdes, mais pour le moment, c'est en phase 1. Alors, pour résumer, voici un schéma que j'aime bien. Vous avez toutes les voies. Comment traiter une amylose à elle. Vous avez au niveau de la chimiothérapie, au niveau de les cellules monoclonales, vous avez au niveau de là c'est ma collègue avant qui en a parlé, blocage de l'ARN des cellules de chaîne légère, et puis vous avez aussi les destructions des amyloïdes fébrilles dans les organes ou dans le sang via beaucoup d'études. Alors j'ai masqué toutes les études qui sont en cours avec le monoclonal 1F4 et puis la doxycycline et puis le thé vert, etc. Et puis vous avez aussi des anticorps monoclonaux aussi contre les cellules monoclonales, c'est-à-dire le vénétoclax, que j'aurai pas le temps d'en parler, et les CD38. Alors je finis donc par l'histoire, j'appelle la happy story de mon ami Lionel, qui vient toujours de Bordeaux depuis 2009 quasiment. Il s'assoit, il s'installe, je lui fais l'écho, on discute. C'est un patient qui est arrivé en stade quasiment 3B de la Mayo Clinique, très très haut BNP, basse tension, troponine. Alors c'est vraiment le malade qui était tout de suite mis pour transplantation parce qu'il était très très jeune. Toutes à l'échographie, les features d'une insuffisance cardiaque et d'une atteinte amyloïde gravissime, le GLS qui était très bas, dilatation latéral, bref, je vous fais pas le dessin, vous connaissez tout ça, un microvoltage, et puis il reçoit 8 cycles de chimiothérapie. Alors devinez what, je lui ai demandé, est-ce que il a reçu de Velcade, parce que moi quand il a commencé, je venais d'arriver, il n'a pas reçu de Velcade, il a reçu à l'époque du Revlimid, il marchait bien, et il se trouve que dans le 3B ça marchait. C'est pas parce que ça marche pas chez 80% que ça marche pas, ça marche quand même dans les 3B dans certains malades qui ont de la chance. Il reçoit de la chimiothérapie, regardez la courbe de free light chain et la courbe de BNP qui se suivent avec une amélioration magique. Le patient était PDG, il a repris son travail. Vous voyez, alors ça, franchement, c'est rare de voir ça, mais même le microvoltage a régressé. Vous voyez, le NT-proBNP, il a régressé, la troponine, le septum. Alors, 18-16, je suis pas de mauvaise foi. C'est ce qu'on a écrit dans les livres. Est-ce que c'est 16, 18, 17? Est-ce que ça a une signification en échographie? Christophe va commenter tout à l'heure s'il a envie. Là, en tout cas, moi, j'y crois beaucoup à l'ANYHA, classe 1
1 versus classe 4, et puis le furosémide qui a baissé de façon dramatique. En conclusion, mes chers amis, l'amylose avec atteinte cardiaque est une urgence thérapeutique. Elle est fatale si on ne fait pas le diagnostic précocement. Détecter l'atteinte cardiaque avant le stade de l'insuffisance cardiaque grave. Faire baisser les chaînes légères ASAP afin d'obtenir une réponse hémato+++. Le Velcade en combinaison est un traitement efficace. Le DARA semble être prometteur. Et dans les stades avec atteinte cardiaque avancée, terminale, sans autre comorbidité, discuter la transplantation cardiaque au pas par cas. Et le meilleur garant d'une meilleure survie reste le diagnostic précoce. On dit ça, have a high index of suspicion. Think of it. Si vous pensez pas, vous l'aurez pas. Ça, c'est clair. Et puis, bien sûr, on peut pas faire tout seul. Il faut avoir nos collègues neurologues, nos collègues néphrologues, hématologistes. Et puis, je vous passe tous les autres, les généticiens. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce super topo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a bien compris en plus l'urgence de rapidement diagnostiquer pour rapidement débuter le traitement. Si vous avez ce take-home message, je suis contente. Vous sortez de là en disant waouh, je cherche l'urgence. Non, mais t'es toujours hyper impressionnante. Et puis bon, on comprend que ça te parle parce que tu l'as vécu en tant que fille d'une patiente. Et pourquoi tu mets autant de dynamisme pour communiquer sur cette maladie et pour lutter contre le retard diagnostique. Alors oui, on voit, enfin si je peux commencer, parce que je vois la salle, là on parle de chimio, mais c'est hyper important parce qu'on a besoin de comprendre ce que font nos hématologues, comprendre comment les mécanismes d'action marchent, etc. Et ce revirement là, donc pour les chimiothérapies, entre du coup le VCD plutôt que le melphalan, tu as discuté avec Arnaud pour comment il voit, pourquoi il le fait ou... En fait, tout simplement, le melphalan va rester là. Le melphalan, le dexaméthasone, comme je dis, c'est le pilier. Alors ne commence pas à me poser des questions très très précises. Lui, je pense qu'il fait un peu au feeling. Et en fait, non, le virement, c'est juste en fait de rajouter le Velcade. Pardon ? Ah, excuse-moi, pardon. Là, c'est bon, là, parce que je parle fort quand même. It's perfect. Alors, je disais, en fait, vraiment, en fait, non, pour être sérieuse, ce que Thibaut veut en parler, en fait, c'est ce rajout et ce penser au Velcade le plus rapidement possible. Ne pas attendre la 3e rechute, ou la non-réponse, ou la very good response. On veut obtenir une réponse très, très rapide pour qu'il n'y ait plus de chaînes légères. Les chaînes légères sont toxiques pour le cœur. Donc, même s'il y a des chaînes légères qui circulent, mais à un moment donné, si elles ne sont plus toxiques, entre guillemets, bon, elles sont déposées dans le cœur, mais elles ne poncent cette toxicité légère. Donc, il faut vraiment utiliser ce médicament qui a l'air d'avoir une affinité avec ces chaînes légères et il les empêche de se désagréger en monoclonal. Ce qui est très intéressant aussi sur le cas clinique que tu nous as montré. Alors évidemment, nous, dans notre Il est toujours vivant. Hein. J'ai appelé hier, il m'a dit il est toujours vivant, il va très bien, il continue sa job. Même si tu l'as abandonné. Je l'ai abandonné, mais il pense à moi quand même. Non, mais on voit très bien, en fait, c'est difficile d'avoir, quand on voit les patients, il y en a, ils disent il est trop grave pour avoir une chimio, il va pas tenir le coup, faut pas la faire, etc. Et puis on voit qu'il y a des super répondeurs, malheureusement, c'est pas les plus fréquents, mais en une injection, un cycle, même pas avec le traitement idéal, puisqu'il est du Revlimid, hein, ils normalisent les chaînes et ils vont mieux. Absolument. Et ça, on en a quelques-uns comme ça, heureusement, mais ça donne du cœur à l'ouvrage. Et c'est impressionnant. Ouais. Impressionnant. Il semblerait que le DARA fait la même chose. Au bout de la 2e injection, il y a une réponse impressionnante. Il y a des patients qui sont super répondeurs et qui effectivement normalisent leur chaîne. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir justement le NT-proBNP qui s'écroule. Alors on rêve de ça dans l'amylose à transthyrétine, hein, mais là on voit bien, on lance une chimio qui n'a rien à voir avec le problème cardiaque, on va dire. Enfin, directement, et pour autant, le NT-proBNP se normalise quasiment assez rapidement. Et en fait, on a l'impression, moi je l'ai vu chez les malades, on a l'impression que dès lors que le BNP diminue, le test de marche s'améliore rapidement. Et on a l'impression que le malade se dit « je sens bien ». Alors tu dis, il ne faut pas comparer à l'Intresto, mais quasiment c'est « je me sens beaucoup mieux ». Au bout de 2 semaines, ils sont quasiment... Tu avais arrêté les bêta-bloquants avant aussi. Absolument. Ça, je ne l'ai pas dit ça. Mais quelqu'un d'autre en parlera tout à l'heure. Dana, juste une question, Dana. C'est Thibaut qu'il s'appelle, le gars de Bordeaux, là, ton PDG ? Non, il s'appelle Lionel. il s'appelle... Normalement, c'est secret médical, le poste là. Oui, je suis totalement d'accord. Mais dis-moi, il a 16 mm d'épaisseur septale, il a plus de chaîne légère, donc ton bortezomib ou tes autres vont plus pouvoir travailler pour faire régresser un petit peu plus la paroi. Ma question, c'est, il est guéri, ton malade ? Alors, il est en rémission complète. Je ne sais pas si on a le droit d'utiliser le mot guérison. En tout cas, c'est une très bonne remarque. Ce que Jocelyn essaie de nous dire, que le VG va être resté épais, en fait. Il va rester épais, comme les cardiopathies hypertrophiques, comme la Fabry, etc. Mais il n'y a plus, ce malade ne subit pas, en général, en réalité, la toxicité de ces chaînes légères, puisqu'il est en rémission. Donc, ça ne sert à rien de traiter, effectivement. Alors, peut-être que les médicaments qui agissent sur les fibrilles, qui sont dans les
des organes comme le néo aurait pu avoir un espoir pour régresser, mais je pense que ce patient ne régressera pas son septum à 16, parce que là, ça fait plusieurs mois, je l'ai quitté en 2017, et là, il me dit c'est la même chose, il n'est pas à 12 mm, sinon je vais vous mentir. Donc on peut vivre avec un cœur épais, autrement dit, mais sans les chaînes légères. Alors, les stades 3B, on les garde hospitalisés. Les stades 3A, ils peuvent se faire en extra, tout dépend de l'état clinique du patient. S'il est en aggravation classe 4 choc cardiogénique, non, il faut qu'il reste à l'hôpital. Mais on attend la réponse, mais on le moniteur avec les diurétiques essentiellement. Bien sûr, alors j'en ai pas parlé, des anticoagulants, s'il est en FA, s'il a besoin d'accordarone, s'il a besoin de l'aldactone, ça c'est le traitement entre guillemets palliatif autour de la chimio. Mais effectivement, on va les regarder, on va voir. Mais généralement, je vous dis, au bout de 2 injections, on va savoir s'ils vont répondre ou pas. D'où l'intérêt de faire les free light chain régulièrement et de faire confiance aux AC que vous utilisez. Parce que si j'ai bien compris, ils ont des AC plus ou moins fiables.